Écrivains, cinéastes, musiciens, l'écriture occupe une place centrale dans leur démarche. Des autrices et des auteurs du monde entier nous font découvrir les coulisses de leur création, la genèse de leur œuvre et comment les grandes questions politiques et culturelles de l'époque influent sur ce qu'ils ont envie de raconter. Bienvenue dans La Fabrique, un podcast Friction. Je suis Walid Ajar-Rachedi et j'ai le plaisir d'animer ce numéro de La Fabrique avec la journaliste et autrice Eva Tapiro. Bonjour Eva. Bonjour Walid. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Denis Gombert, écrivain, auteur de 4 livres, éditeur. Denis Gombert, vous avez dirigé durant 15 ans le service des manuscrits du groupe Robert Laffont et vous animez par ailleurs des ateliers à l'école des mots accompagnés de nombreux auteurs dans la genèse de leurs œuvres. Denis Gombert, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour à vous Walid, bonjour à vous Eva. Alors, Denis, écrivain, éditeur, directeur du service des manuscrits. En un mot, vous aimez les livres, manifestement. Alors vraiment, vous le cachez bien votre jeu. Je baigne un petit peu dans l'écrit, effectivement, depuis un petit moment. Mais c'est ça. Donc c'est ce qu'elle va nous a raconté au cours de cet entretien. Mais il y a une question rituelle qu'on aime poser à nos invités, c'est quel est votre premier souvenir d'écriture, Denis Gombert ? Alors d'écriture, ça doit être de la poésie, en fait. Passer par la poésie, et ça doit être très classiquement en 6e, un poème sur un arbre. Un poème sur un arbre, est-ce que vous vous en souvenez ? Je me souviens que mon arbre était nu. Ah, d'accord. Bon, no spoiler, on partagera après le poème si Denis veut bien. Mais d'ailleurs, en parlant d'anthologie de poésie, j'ai vu que ça fait partie des livres d'ailleurs que vous aviez coordonnés avec... Oui, j'ai publié chez Segers une anthologie de la poésie qui s'intitulait Poèmes par cœur. D'accord. Voilà, l'idée, c'était de remettre à disposition du public des poèmes qu'on puisse apprendre par cœur. Et l'idée, c'était qu'on n'apprend bien que par le cœur, n'est-ce pas ? C'est vrai. Et on avait élaboré un petit objet dont je suis assez fier, qui était un projet, un petit volume foliotation classique qu'on pouvait tenir facilement dans la main et tenir contre soi avec des poèmes très accessible pour tout public. Et du coup, est-ce que ça a été un peu une sorte d'hommage à ce premier poème, Alors après, peut-être que l'inconscient a joué, Walid, j'en sais rien, peut-être que l'inconscient a joué. En tout cas, le champ de l'écriture, depuis la découverte de l'écriture par la poésie, s'est déployé. D'accord. Parce que là, je suis en préparation, par exemple, d'un ouvrage sur le monde de la banque et des effets de la numérisation. D'accord. Sur la banque. Donc vous voyez, on peut nous mener l'écriture. Oui, il y a une forme de poésie dans les chiffres également. Oui. Et justement, parce que effectivement, il y a ces premières fulgurances poétiques. Et puis ensuite, dans les années 2000, vous avez écrit 2 romans avec votre frère, donc Jean-François Gombert, donc 2 romans édités chez Robert Laffont, Le Dernier des Monterradi, un thriller qui se déroule en Corse, et D'un aussi grand amour, récit d'un amour de jeunesse. Bon, je simplifie évidemment la présentation, mais c'est assez surprenant, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours dans le monde de l'édition. Comment est-ce qu'on s'y prend pour écrire à 4 mains, en particulier avec son frère ? Alors là, oui, c'est un petit peu... Enfin, il n'y a pas de projet, en fait. Il n'y a pas de projet initial, il y a des rencontres, surtout, il y a une volonté. Il y avait une volonté d'écrire ensemble avec mon frère. On a 18 mois d'écart, on a toujours collaboré sur des petits spectacles. Voilà, on n'est pas les frères Podalides, mais on a un système de fonctionnement d'aller et retour en permanence, qui fait que moi, quand je me suis jeté dans une histoire d'écriture, il a suivi. Et au gré de manuscrits qui ont été refusés dans un premier temps, on a réussi à accoucher d'un manuscrit qui a été publié et qui a très bien marché, parce qu'il avait été lauréat d'un prix Femina. Il avait été soutenu par le journal Femina et par Ouest France. Il avait été dans la liste du prix du Maison de la Presse, etc. Et ça nous a permis en fait d'arriver d'apparaître en tant qu'auteur. Alors vous avez dit écrivain, Walid, c'est un mot avec lequel je suis un petit peu... Quelle est la différence entre un auteur et un écrivain ? Peut-être que c'est l'épreuve du temps qui consacre un écrivain. Un auteur, c'est quelqu'un qui écrit tout simplement. Donc pour l'heure, moi je suis auteur et ça me satisfait amplement. Et justement, est-ce que vous pouvez nous raconter, enfin même dans l'élaboration en tant que telle, c'est-à-dire du processus d'écriture, quand on écrit à 4 mains, comment ça se passe ? Moi, j'avais lu D'un aussi grand amour notamment, et je me souviens que dans le roman, il y avait la rencontre. Enfin, en gros, c'était l'histoire de la rencontre entre un jeune homme et une jeune femme. Et donc, j'ai imaginé qu'il y avait peut-être un de vous deux qui avait plutôt le personnage féminin, l'autre personnage masculin, mais c'était un présupposé. Ou au contraire, vous avez plutôt
garder un personnage avec, je sais pas, une alternance d'écriture. Dans la composition en tant que telle, comment vous y êtes pris? Alors, a priori, on pourrait penser qu'écrire à deux, c'est 2 fois plus facile. En réalité, c'est, je pense, 2 fois plus difficile. Il n'y a pas de parties de texte qui sont dédiées à l'un ou à l'autre. En fait, c'est une refonte permanente d'aller et retour, là encore, sur des textes qui vont s'enrichir de plusieurs versions avec le regard critique de l'autre. La difficulté... Enfin, on va commencer par le côté... j'allais dire proactif, séduisant et simple, c'est que on est plus intelligent à deux quand on réfléchit, notamment sur la qualité scénaristique. On a des idées, c'est du ping-pong, etc. Donc on élabore, en tout cas pour ces romans, on a élaboré ensemble un synopsis très très détaillé qu'on a bien évidemment co-signé. Ensuite, nous sommes répartis des chapitres d'écriture, mais ces chapitres ont toujours été donnés à l'autre de sorte qu'il y mette sa patte. Jusqu'à en réalité le fait qu'on ne savait plus vraiment qui avait fait quoi. Et ça, c'est plutôt intéressant. La troisième et dernière chose, c'est que du point de vue du style, à deux, ma pente naturelle n'est pas celle de mon frère quand on écrit pour nous-mêmes. Et en fait, là, c'était la conduction de l'histoire et le genre d'appartenance, en fait, un thriller, tu l'as dit, un thriller familial pour le premier, un roman d'éducation amoureuse d'éducation sentimentale pour le second. Et bien là, on a plus travaillé sur une note presque musicale d'appartenance à un genre. Et c'est plus facile parce que ça débarrasse et l'un et l'autre de prétentions stylistiques pour essayer de se couler dans quelque chose qu'on pourrait s'approprier peut-être plus facilement. Et du coup, dans ce que vous racontez, moi, ça fait écho à ce qu'on a entendu de la part d'Amélie Lois, donc qui est scénariste et showrunner pour Netflix notamment, donc cette idée de collaboration autour de l'écriture. Et c'est vrai que ça vient un peu, on va dire, en contradiction avec la grande figure de l'auteur telle qu'on l'imagine en France. Est-ce que du coup, il n'y a pas quelque chose finalement d'assez humble aussi dans cette démarche qui est peut-être à contre-courant de cette figure de l'auteur avec un grand A? C'est vrai qu'en France, on est très prisonnier d'une représentation véritablement en majesté du statut de l'auteur qu'on appelle facilement et abusivement écrivain. Et je pense qu'on peut mettre en collectif en fait très facilement l'écriture. Elle s'enrichit en fait, elle s'enrichit avec les autres. Il y a de plus en plus de travaux qui se font en collectif. Bien sûr. J'aime bien l'idée qu'on puisse avoir ces deux vies en fait, de participer. Je continue moi de participer à l'élaboration de livres en coécriture, et puis d'avoir aussi son jardin à soi, parce que finalement c'est aussi là que se forge peut-être un chemin en fait. Le chemin qu'on fait seul. Il nous est propre. Le chemin qu'on fait avec les autres, il a un but qui est souvent assigné. Bien sûr. Et justement, c'est intéressant parce que vous faites ce lien entre l'individuel et le collectif, votre vision d'écriture et celle des autres. Et du coup, comment s'est fait, vous, à votre niveau, la transition entre un moment en tant qu'auteur et puis passer à un niveau où on va accompagner d'autres personnes pour les aider à coucher de leurs livres, les aider à créer eux-mêmes. Et l'édition, c'est évidemment un milieu qui véhicule pas mal de fantasmes. Vous le disiez vous-même, vous avez des manuscrits au départ qui ont été refusés, ensuite acceptés, etc. À un moment donné, comment se fait cette bascule à un moment donné de je suis auteur à je suis éditeur, et quelles sont un peu les différentes étapes? Alors ça a été beaucoup de chance et des rencontres. C'est même assez miraculeux dans mon cas, puisque je ne crois pas que ça puisse exister facilement. C'est la rencontre en fait de mon propre éditeur, Bernard Barrault, que je salue d'ailleurs, qui est directeur de Mial et Barrault, qui est l'ancien directeur de Julliard, avec qui j'ai travaillé pendant 3 ans en tant qu'auteur sur mes romans, sur les romans avec mon frère. Et en fait, il y a un lien d'amitié qui s'est tissé. Il y a surtout un lien textuel de rapport au texte qui s'est trouvé. Et lui, il a pensé que j'étais quelqu'un qui était à même de coordonner en fait des textes, que j'avais un œil pour la lecture. Et il m'a proposé en fait de rejoindre le groupe où il travaillait, à l'époque Robert Laffont, pour diriger le service des manuscrits. Alors, ce qui était très drôle, c'est que je lui ai dit, mais écoute, moi je suis un vieux bon élève. Je lui ai dit, écoute, je n'ai pas de DESS d'édition. À l'époque, c'était un DESS, c'était pas un M2. Et là, il a rigolé parce qu'il m'a dit, moi non plus, j'ai pas de DESS d'édition. Mais justement, on allait vous poser la question parce que c'est vrai que tous les métiers, par exemple, il y a tout un débat qui anime, on va dire, les gens qui écrivent depuis un certain moment. C'est, par exemple, la figure de l'auteur ou de l'écrivain, même si vous n'aimez pas trop le mot. Voilà, c'est un peu genre la lumière qui descend et tout d'un coup, là, on est consacré auteur, écrivain, autrice. Et versus les États-Unis, par exemple, il y a vraiment toute une formation autour de la master de création littéraire, creative writing. En France, il y a le cas de Paris 8,
Oui. Voilà, qui explore ça et qui, avec certains succès d'édition, pour ça, Fatima Das notamment, parmi les plus récents, mais il y en a beaucoup d'autres. David Lopez aussi, je crois. Voilà, David Lopez, effectivement. Mais vous, dans votre cas, justement, à travers l'école Les Mots, finalement, il y avait aussi cette approche-là d'assumer l'idée qu'on puisse accompagner des auteurs et dans cette démarche. Est-ce qu'on apprend à être auteur, finalement, plus aujourd'hui qu'avant ? Très bonne question. Il est difficile un peu d'y répondre parce que je pense que chacun a sa réponse spécifique. Moi, par la pratique, je crois, déjà d'un travail en commun avec mon frère, et pour avoir travaillé aussi un petit peu dans le journalisme, un petit peu dans l'audiovisuel, je pense que j'ai à la fois ce désir et cette appétence à mettre en commun plus facilement que d'autres. Parce qu'en réalité, il y a une subjectivité qui est très importante et qui est très forte dans tout acte créateur. Cette subjectivité, il ne s'agit pas de la désamorcer. En réalité, ce qu'on veut, en tant qu'éditeur, si je prends la casquette d'éditeur, on veut trouver de nouvelles choses. C'est ça qui je pense que malheureusement, trop souvent, les gens se fourvoient parce qu'ils nous adressent des manuscrits qui sont trop imitatifs de choses qu'on a déjà lues. Donc, en tant qu'auteur, il faut croire en soi, à sa petite musique, sa petite musique interne. Il n'empêche que, de mon point de vue, encore une fois, c'est celui que je soutiens, il ne sera peut-être pas toujours partagé, j'espère au moins qu'il sera entendu, c'est que même s'il y a une valeur subjective de la création, je crois qu'il y a une valeur objective des critères de la narration. Prendre à écrire, c'est aussi maîtriser des schémas dramaturgiques, par exemple. Qu'est-ce que c'est qu'un événement déclencheur ? Qu'est-ce que c'est qu'un bon conflit ? Qu'est-ce que c'est qu'une résolution ? Comment créer un personnage, par exemple ? Qu'est-ce qu'un bon personnage ? Qu'est-ce qu'un personnage qui fonctionne ? Tout ça, c'est des critères objectifs. C'est-à-dire ce sont des critères qu'on peut mettre à l'épreuve, en réalité, de la lecture. Et c'est peut-être sur ce champ-là que moi j'essaye d'aider les auteurs qui sont porteurs d'une voix singulière et littéraire, parfois très forte et très affirmée, mais dont le texte ne tient pas encore forcément comme un corps constitué. Et moi j'essaye de donner du corps à leur texte. Dans le podcast Primo de Nouvelles Écoutes, vous revenez un peu là-dessus et sur le rôle d'éditeur. Et c'est ce que vous dites, vous cherchez quelque chose qui est intéressant. Oui. Et ensuite, vous dites c'est quelque chose de novateur. Mais avec le nombre de livres qui sont déjà publiés, avec tout ce qui sort chaque année, comment est-ce que quelque chose peut être encore nouveau ? Eh ben oui, tout est dit et j'arrive trop tard. Je crois que c'est une phrase de Chambord du XVIIe siècle. Bien non, on arrive toujours à... Enfin, je pense qu'il il faut tendre l'oreille pour entendre quelque chose de nouveau. C'est vrai que les manuscrits crient beaucoup, ils nous appellent. En fait, chaque manuscrit est un appel vers une volonté d'être publié, c'est-à-dire consacré. La responsabilité de l'éditeur, c'est celui qui va prendre en charge le manuscrit pour en faire quelque chose, pour en faire un livre. Et donc toute cette étape, enfin là aussi, c'est la part de création de l'éditeur pour faire d'un manuscrit un livre, c'est être persuadé que le livre peut trouver sa place alors vous avez raison, tu as raison, dans la jungle des livres. Pour mémoire, il y a eu presque 80 000 nouveautés qui ont été publiées l'année dernière. Je pense que la responsabilité des éditeurs aujourd'hui, c'est de ne publier que des livres qui ont un intérêt intellectuel ou esthétique en fonction d'un public aussi. Et justement, dans le même épisode, Glenn Tavenec, qui est directeur éditorial de la collection R, lui disait qu'il faut être capable de voir chez l'autre le livre qu'il n'a pas encore en tête. C'est un peu ce que vous dites là. Est-ce que ça vous arrive de voir un texte, de choisir un texte pour un univers, pour des choses très fortes, mais en fait, il faut tout refondre, il faut tout recommencer et accompagner l'auteur vraiment à ce point-là? Oui, alors Glenn a raison. Donc on a travaillé longtemps ensemble. Il a monté La Bête Noire, collection polar. Il a repris une collection Heroic Fantasy R, et maintenant il va aussi vers la littérature. Un éditeur, en fait, c'est je pense quelqu'un qui a une certaine vision du texte, et c'est le partenaire idéal pour un auteur, parce que c'est pas son petit ami ou sa petite amie, ou c'est pas sa famille. C'est-à-dire des gens qui vous veulent à la fois que du bien et du mal, qui voient à travers le texte des affects que l'éditeur ne convoque pas. L'éditeur, il ne convoque pas véritablement les affects, et il convoque un texte
dans sa puissance. Donc en latence, il y a quelque chose, en développement, il peut y avoir autre chose. Un éditeur, c'est effectivement quelqu'un qui a pour mission d'accomplir le texte vers peut-être le maximum de ses possibilités. Il faut avoir un sens de la psychologie pour que ça fonctionne, un sens du texte, bien évidemment, et aussi une bonne entente. Si vous regardez, en réalité, dans les grands succès, il y a toujours un attelage entre un éditeur et un auteur. Moi, je n'ai jamais vu un manuscrit arriver et être publié tel quel. Jamais. Il y a déjà donc cette espèce de couperet qui est terrible pour être publié, puisqu'il y a beaucoup de manuscrits qu'on reçoit et très très peu qui sont publiés. Et encore, après, il y a encore tout ce travail à faire sur le texte. Au fond, l'aventure éditoriale ou scripturelle s'arrête quand on est allé au maximum de la possibilité de l'auteur et de son propre livre. Et justement, quand vous dites qu'il faut une bonne psychologie, une bonne entente, c'est ça? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un bon éditeur, mais est-ce qu'il y a aussi un bon auteur, une bonne autrice, dans le sens être capable d'entendre que son texte doit être remodelé, etc. J'imagine que ce n'est pas forcément toujours simple. Mais tout à fait, c'est même très compliqué. S'assurer qu'on est entendu de part et d'autre, du côté de l'auteur et du côté de l'éditeur, c'est peut-être aussi comprendre qu'on appartient et l'un et l'autre à partir du moment où on a contractualisé, à partir du moment où on a signé, à un écosystème qui est celui de l'édition. C'est-à-dire qu'on va faire un livre, que ce livre va être diffusé auprès des représentants de commerce pour être distribué dans des points de vente. Bon, ben ça, il faut l'expliquer à un auteur. Il faut l'expliquer dans quelles conditions on va pouvoir le faire. Voilà. Il ne faut pas attendre monts et merveilles, en fait. Et je pense que moi, je suis un peu en guerre avec les éditeurs qui promettent beaucoup et qui font peu. Et je crois que c'est l'inverse. Il faut essayer de faire le maximum. Et parfois, quand on a quelques résultats, ça peut être un article dans la presse, mais avec une prescription importante. Ça peut être une fidélisation de quelques lecteurs, parce que c'est comme ça qu'on crée un auteur. Ou ne serait-ce que la reconnaissance de ses pairs, c'est déjà beaucoup. Pour compléter justement la question d'Eva là-dessus, je me rappelle dans le podcast Primo, donc qui avait été produit fin 2018, début 2019, qui suivait des primo-romanciers, il y a tout un épisode qui est consacré au pitch que font les auteurs finalement auprès des personnels, plutôt commerciaux, qui vont entre guillemets aller défendre le livre en librairie. Et il y a quelque chose d'un peu contre-intuitif par rapport à l'idée qu'on s'imagine, on va dire, de l'art, le roman. Et là, tout d'un coup, on est sur un truc beaucoup plus finalement pragmatique il faut pitcher. Nous, chez Friction, on connaît parce que nous, on est une start-up des médias, donc nous, on doit constamment défendre notre projet en 2 lignes, être capable d'expliquer ce qu'on fait, alors qu'en vérité, il y a aussi un travail limite de création artistique qui est derrière. Et du coup, est-ce que cette dichotomie entre d'un côté quelque chose de très artistique versus quelque chose de finalement beaucoup plus commercial, est-ce que c'est pas aussi ça qui est difficile dans ce rapport auteur-éditeur ? Ouais, je vois ce que tu veux dire et c'est assez pertinent parce que moi-même, quand je suis rentré dans l'édition, je me bouchais un petit peu le nez dès qu'on me parlait de chiffres ou dès qu'on me parlait de présentation commerciale. En réalité, tu vois, 15 ans après, je trouve que c'est extrêmement nécessaire quand on se dit auteur, de savoir ce que c'est. J'ai pas dit de s'investir outre mesure si on ne veut pas le faire ou si on ne peut pas le faire. Un éditeur, c'est pas quelqu'un qui doit demander de manière injonctive à un auteur de faire ci ou ça. C'est juste Et d'ailleurs, l'éditeur prend le relais dans ce cas-là. Si on a un auteur qui ne sait pas parler, qui ne sait pas s'exprimer sur son propre livre, ça ne sert à rien de l'envoyer au casse-pipe. En revanche, je reviens sur cette idée de pédagogisme et de compréhension de l'écosystème, parce que vous avez la représentation souvent un petit peu romantique du milieu de l'édition comme étant quelque chose, presque une activité purement artistique d'une part et artisanale dans sa pratique, alors qu'en réalité c'est un milieu industriel. C'est un milieu industriel très, très, très fort. Il y a 5 groupes aujourd'hui qui font à eux 5 presque 70% du chiffre d'affaires. Il y a un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards, donc qui est sur le même podium finalement que le cinéma ou que le jeu vidéo. Et qui est un élément de soft power hyper important pour la France également. L'autre fois, on en parlait avec Eva, elle disait qu'une des pubs de New York Times, c'était from French novels to geopolitics in China. Ouais. Donc des romans français à la géopolitique en Chine. Et je trouve que ça montre aussi l'importance, malgré tout, du roman. Oui, alors peut-être encore dans une vision un petit peu romantique là aussi, parce qu'on aimerait bien que notre littérature s'exporte plus. En fait, c'est vrai que là, c'est un autre débat, mais le système fait que le système rapporte au mieux gagnant.
Ça, vous le voyez dans les chiffres, dans les 20 premiers du panel GfK, qui référencent en fait les meilleures ventes, ou dans les meilleures sessions qui sont vendues. Bon, ben voilà, on a un système qui est très capitalistique, en ce sens, qu'il favorise en fait les gros vendeurs. Et les gros vendeurs vendent de plus en plus, alors qu'il y a un décrochage aujourd'hui sur des segments de vente moyenne. Ça, c'est plutôt inquiétant, et du point de vue de la santé de l'édition, et du point de vue de notre rôle de soutien à la création. Je voulais revenir un petit peu sur l'école des mots à Paris, puisque vous avez des ateliers là-bas qui sont à la fois des ateliers d'écriture, mais aussi, j'ai vu qu'à la rentrée, vous avez un atelier pour déconstruire les idées préconçues sur l'édition, justement. Et je voulais vous poser une question. Il y a du boulot. Il y a peut-être du boulot, et notamment sur les manuscrits, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses sur les manuscrits. Vous disiez tout à l'heure, on en reçoit beaucoup, et au final, on en publie peu. Là, j'avais noté un ratio que vous donniez entre 4 et 5 000 manuscrits reçus pour 2-3 publications. Oui, c'est quand même très peu. Alors, est-ce que le manuscrit envoyé par la poste, ça fonctionne quand même ? Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne parce que l'intérêt des maisons d'édition, c'est de lire. Ne croyez pas qu'ils lisent pas. Ne croyez pas que... Le problème, c'est que c'est pas un milieu qui fonctionne sur la règle classique de l'offre et de la demande. Il n'y a que de l'offre. En réalité, prendre la responsabilité d'éditer, ça, c'est une responsabilité forte. Donc, imaginez que vous êtes dans un très, 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 très grand magasin de jouets, mais il va falloir trouver le jouet qui s'anime le mieux. Moi, autour de moi, j'ai pas mal de personnes qui ont écrit leur premier roman publié, donc c'est plutôt déjà une chance. Et bon, elles étaient ravies, puisque ça couronne en général pas mal d'années de travail, etc. Mais vous parliez tout à l'heure un peu d'un éditeur, son boulot, c'est aussi de briefer un peu les jeunes auteurs pour travailler avec les auteurs, les autrices et leur expliquer ce que ça signifie d'être publié. Parce que là, en l'occurrence, moi, je vois beaucoup de frustration chez des personnes qui viennent de publier, mais en fait, il se passe rien après. Et c'est très difficile. Alors, est-ce qu'on publie trop ou est-ce que les auteurs et autrices ne sont pas assez briefés ? Je vais faire une réponse de Normand. Non, je peux faire une réponse plus radicale. C'est les deux. Oui, on publie trop. C'est certain qu'on publie trop. La rentrée littéraire va encore être avec 567. Et encore, ça a baissé ces dernières années. Ça a baissé, 537. On était à 700. On était à 700 à un moment. Voilà, ça fait quand même beaucoup. Il se trouve qu'on a un système économique qui le permet. Parce que, en fait, la logique de la chaîne du livre est assez complexe en France, mais ça fonctionne un peu que sur un système de cavalerie, puisque les livres sont proposés par les éditeurs, achetés par les libraires avec un droit de retour. Donc, en fait, quand ça génère de l'argent, et quand il n'y a pas de vente, il y a un taux de retour. Donc, tout invite en fait à la surproduction. Ça, c'est du côté de la surproduction. Après, sur ces attentes des auteurs, oui, c'est compliqué. Le sacre de l'écrivain, oui, c'est une sorte d'horizon symbolique très très fort pour les auteurs de se voir publier. Une fois qu'ils sont publiés, ils se rendent compte que c'est compliqué d'exister. Donc moi, je leur dis toujours, en fait, il y a plusieurs cours. Vous avez la chance de rentrer dans une grande cour, et puis après, vous voyez, là-bas, il y a une autre cour. C'est comme, tu vois, comme en boîte de nuit. Tu rentres en boîte de nuit, mais après, il y a le carré VIP. Voilà. Là aussi, je crois qu'il faut comprendre et s'intéresser à qui fait quoi et comment ça fonctionne. Ça ne doit pas enlever, c'est ça le plus dur, ça doit pas assécher la création pour un auteur et son désir d'écrire, parce que c'est très dur. Après, si on veut être tout à fait honnête, fut un temps, donc ça a été le cas, je pense que c'est un petit peu le modèle Gallimard et NRF, où en fait la politique d'auteur voulait qu'il y ait une fidélité entre un éditeur et un auteur, coûte que coûte, finalement. Hein. C'était ça, il y a eu des compagnonnages comme ça, très confidentiels, mais qui ont, des gens qui ont pu publier de nombreux romans, tout en restant dans une très grande discrétion vis-à-vis du public, sans audience. Moi, j'ai noté quand même que depuis une quinzaine d'années, aujourd'hui, les chiffres l'emportent sur les lettres dans le monde de l'édition, et quand on n'atteint pas certains horizons commerciaux, en fait, les auteurs sont un petit peu remerciés. D'où cette frustration dont tu parles, qui est très grande, parce que moi, j'en reçois beaucoup, en fait. C'est pas que des premiers romans que je reçois. Je reçois aussi des gens qui ont publié, y compris dans des maisons prestigieuses, et qui se retrouvent sans éditeur.
pour revenir sur ce que disait Eva, sur le fait qu'on est quand même dans un moment où certes il y a le désir d'écrire, le désir de créer, le désir de dialoguer avec un lectorat, mais on voit qu'effectivement plus on avance, plus les ventes de livres se concentrent sur une minorité d'auteurs, un peu de sorte de blockbuster, comme dans d'autres secteurs des industries créatives, et du coup de moins en moins de gens vivent d'écrire. Alors paradoxalement, le livre, les auteurs sont quand même ce qui permet à la chaîne du livre aussi d'exister. Ils ne sont pas tout seuls, mais c'est très important. Et du coup, en janvier 2020, on a eu le rapport de Bruno Racine intitulé « L'auteur et l'acte de création », qui était remis au ministère de la Culture et qui déplorait que les artistes-auteurs voyaient leurs conditions économiques se dégrader et se situer dans un angle mort, je cite, des politiques publiques et avec une application aujourd'hui qui reste beaucoup discutée. Et c'est vrai que autour de la table, on est tous des auteurs, des autrices, et je pense qu'il y a vraiment un questionnement. C'est en fait comment ce statut va évoluer dans le futur. Comment est-ce qu'on peut imaginer que, certes, la France reste un pays qui est très généreux par un certain nombre de systèmes et de subventions, mais comment faire pour que sa part, entre guillemets, revienne toujours vers les mêmes, et comment faire pour continuer à soutenir cette création de nouveaux auteurs et de nouvelles autrices? Moi, tel que je le lis, tel que je le comprends, et peut-être aussi un peu tel que je l'expérimente, c'est que la vie d'auteur est une vie très solitaire. C'est une vie en proie à la création, sa propre création. Moi, il se trouve que j'écris pour moi, mais j'écris aussi avec des gens, donc ça c'est un peu plus sympa parce que je vois un peu de monde et je collabore. Mais ça reste quand même une activité solitaire, et c'est renforcé par le fait que nous ne sommes pas représentés au sein d'une guilde ou d'une corporation véritablement établie, voire même d'un syndicat. Alors, puisqu'il y a la SGDL qui nous regroupe, il y a la Ligue des auteurs aussi qui nous regroupe, mais là aussi, quand je parle avec des nouveaux auteurs, finalement, ils sont prêts à tout pour signer. Bien sûr. Sans comprendre qu'on pourrait aussi avoir des droits. C'est-à-dire qu'on pourrait aussi mener des luttes collectives. On est... alors, là, je peux faire la leçon de bon vieux marxiste. C'est que c'est aussi un des seuls domaines où la captation, finalement, de la valeur productive est à ce point grande. C'est que quand vous reprenez l'assiette de redistribution d'un volume, n'importe lequel, la part auteur, là aujourd'hui on milite pour qu'elle soit à 10% minimum, mais dans la BD, vous allez trouver des parts auteurs qui sont à 6%. Oui, donc 6% du prix TTC revient à l'auteur, alors que d'une certaine façon, c'est lui qui a produit le seul qui le plus gros du travail. Le seul qui ne vit pas du livre, finalement, c'est celui qui le fait. C'est l'auteur, quoi. J'irai pas jusque-là, parce que s'il le faisait seul, son livre n'existerait pas. C'est-à-dire que les autres, chaque acteur de la chaîne du livre, l'éditeur peut-être en premier lieu, mais aussi le directeur artistique, l'attaché de presse, le responsable de l'événementiel. Surtout le libraire. Le représentant et à la fin le libraire, en passant aussi par le distributeur, celui qui amène le livre, tout cela sont inclus dans la chaîne du livre. Et il est juste qu'ils soient tous rémunérés pour le prix du livre, qu'ils se rémunèrent en fait sur le prix du livre. Sauf que c'est vrai qu'il y a une disproportion entre la part, par exemple, diffusion-distribution, qui elle seule prend plus de 35%, eux deux en tout cas, et la part auteur, qui est, alors là tu as raison, qui est paradoxalement la part congrue. En tout cas, ce qu'on imaginait, parce qu'on parlait d'échelle de temps, on parlait de 15 ans, en tout cas moi à titre personnel, il y a 10 ans, j'imaginais qu'il y aurait une vraie évolution dans la répartition effectivement de ces parts, notamment avec la révolution numérique, parce qu'il y a eu tout un débat autour de, à un moment donné, l'auto-édition, on en parlait tout à l'heure, mais au-delà de ça, le print on demand, tous ces retours vers les libraires, etc. Et aujourd'hui, on a l'impression que finalement, on est en 2021 et que les choses n'ont pas finalement tant évolué que ça, à part... effectivement quelques succès d'auto-édition, et que finalement le système éditorial en tant que tel reste relativement figé. Est-ce que c'est aussi votre impression ? Non, c'est une juste impression. J'ai eu le même sentiment que toi. On a cru il y a 10 ans que les choses allaient véritablement être révolutionnées. Du reste, les intentions de la part du numérique étaient fixées à 25%. De mémoire, aujourd'hui, elles sont à 8,3%. Donc ce n'était pas la révolution attendue. Attention, cette révolution est quand même en marche. C'est-à-dire que, et si nous revenons aux auteurs, le comportement des auteurs par rapport à la réception de leurs manuscrits ne passe plus majoritairement ou essentiellement ou uniquement par l'envoi à un éditeur sous forme de papier en attendant cette sacro-sainte lettre de refus dont tu parlais. Elle passe aujourd'hui par diverses modalités de partage, etc., de plateformes. Et à côté de ça, l'économie du numérique proprement dite est problématique. Parce qu'il ne faut pas croire que le numérique est gratuit du côté des investissements. Le numérique a un coût. D'accord ? Le numérique a un coût, et ce coût se ressent aussi forcément sur l'usage.
et le prix. Donc pour l'instant, il est très haut, même si vous allez trouver des offres numériques qui sont vraiment très, très avantageuses. J'ai l'impression, et pour le coup, ça j'étais à l'intérieur du système et je continue à être à l'intérieur du système, que fort heureusement, les éditeurs ne jouent pas les apprentis sorciers. Parce que faire tout d'un coup du tout, par exemple, basculer dans le tout numérique, c'est aussi manifestement déclarer la guerre aux libraires, par exemple. Bien sûr, c'est le problème de ne pas détruire un écosystème qui malgré tout marche. Voilà. Et permet aussi de produire de nouvelles choses et de pour faire l'instant, de nouvelles voies. Bon an, mal an, on va dire que le système a fait un pas en avant et qu'il a fait un petit peu de pas en arrière depuis, et qu'on est dans une sorte de conservatisme à la fois de notre rapport à l'écrit, d'accord, dans sa communication et sa commercialisation. Moi, je suis très étonné, en réalité, quand le numérique est arrivé, je me suis dit que ça allait enfanter de nouveaux genres de récits, surtout. Parce que les potentialités qu'offre le numérique démultiplient, en fait, les possibilités de récits. J'ai vu des choses fascinantes qui ont été faites, mais qui n'ont pas, pour l'instant, en tout cas, c'est vrai que toute la vague transmédia qui est au début des années 2010, elle n'a pas pris. Il n'y a pas eu, à un moment donné, il y a eu beaucoup de choses qui ont eu des succès d'estime, mais il n'y a pas eu de révolution transmédia. Il y a aujourd'hui une déclinaison sur des formats et des plateformes, mais il n'y a pas de revue, il n'y a pas de refonte, on va dire, de l'expérience de lecture en tant que telle, en vrai. Non. Mais c'est peut-être ça, d'ailleurs, c'est peut-être plutôt dans le format que ça s'est diversifié. Et par exemple, la fiction audio, par exemple, même des articles. Là, il y a un magazine qui s'appelle Chute. Ils font des articles qui sont aussi des articles audio, etc. C'est des revues. Donc peut-être que l'écrit, en fait, a pris une nouvelle forme plutôt que en fait, du numérique écrit comme on l'attendait. Oui, tu as vu que par exemple le succès le grand succès en fait des livres lus au départ, c'est un domaine apparenté aux malvoyants. Absolument. C'est une petite niche. Aujourd'hui, ça correspond à d'autres usages. C'est étonnant en fait parce que il serait grand clair celui qui pourrait prédire l'avenir. Et en fait, on a toujours été surpris. On s'attendait pas. On sait qu'on est un milieu qui est plutôt en danger, en réalité, qui est plutôt en danger parce qu'il est concurrencé par d'autres formes, l'audiovisuel, bien évidemment, le cinéma aujourd'hui, l'Internet. En tout cas, nous, ce qui nous préoccupe, si tu veux, c'est le temps fractionné de lecture. C'est qu'aujourd'hui, on arrive vers une fractionnalisation de la lecture qui est un peu problématique par rapport à ce qu'est l'objet livre qui lui-même te met dans un continuum. Bien sûr. En fait, et puis, il y a une problématique, purement, on va dire... d'ordre, neurologique, c'est le déficit d'attention. C'est qu'à un moment donné, il y a eu beaucoup d'études qui ont été menées et sans avoir besoin de les consulter, on voit bien tous qu'à notre échelle, on a du mal en fait, à rester concentré sur la lecture d'un texte pendant plusieurs heures, et encore, déjà plusieurs heures, c'est beaucoup. J'allais dire une demi-heure sans être interrompu par son smartphone ou d'autres choses, ou soi-même d'aller le rechercher de manière inconsciente. Et je pense que la bataille, c'est pas tant entre le livre papier et le livre numérique, mais c'est plutôt vers toutes les autres centres de distraction et aussi quelque chose, on va dire, de beaucoup plus facile à consommer, parce que je pense que quand on arrive après une journée de travail, on a été surchargé de sollicitations, d'être constamment son attention sollicité par plein de sources numériques. Le soir, en fait, on n'a pas forcément l'énergie pour en plus aller lire un livre qui requiert en fait quelque chose d'actif versus se mettre devant un écran, regarder une série, et quelque chose de beaucoup plus passif dans l'attention. Je suis d'accord avec toi, sauf que l'expérience qui peut être faite par l'écrit, elle peut aussi changer des vies, parce que tout d'un coup la rencontre d'un grand auteur, d'une grande histoire, c'est une pénétration qui est sûrement encore plus forte. En fait, on peut avoir un choc esthétique avec l'audiovisuel, mais le rapport intime à l'écrit, je trouve que c'est peut-être la grande revanche. C'est vrai que ces dernières années, on a vu de plus en plus, on va dire, des modes éditoriales s'établir, et on a l'impression de voir des nouvelles autrices et nouveaux auteurs émerger quand ils sont sur ces modes. Moi, je pense par exemple, à titre très personnel, parce que j'étais un peu concerné par ce truc-là, à la fin de l'année 2005, il y a eu les révoltes dans les banlieues, et suite à ça, on a vu pendant 2-3 ans une émergence d'une génération d'autrices et d'auteurs issus des banlieues, de l'immigration, mais donc vous voulez derrière, et qui étaient étiquetés en tant que littérature urbaine. Et finalement, ce qui est assez drôle, c'est que quand moi je regarde 15 ans plus tard, finalement, on a peut-être un ou deux, voire aucun quasiment, qui a réussi à pérenniser. Et pareil, après, on peut faire l'analyse sur d'autres mouvements littéraires. Je pense qu'aujourd'hui, avec un certain nombre d'autrices dans la littérature féministe qui émergent, ce serait intéressant de faire un fast-forward 10 ans plus tard, de voir ce qui se passe, qui reste.
Et du coup, est-ce qu'en tant qu'auteur, on peut percer, entre guillemets, sans être dans une forme de vibe ou participer d'une mode ou de quelque chose de l'air du temps? Moi, je crois que ça, là encore une fois, responsabilité commune à l'éditeur et à l'auteur, c'est de ne pas se laisser, en tant qu'auteur, utiliser ou marchandiser. Mais il y a une asymétrie, c'est pas comme si on était dans un rapport de force égale aussi. Si, moi je crois que oui. Ouais. Je crois que oui, c'est que les auteurs, en fait, ils ont le pouvoir. Ils ne le savent pas, mais ils ont le pouvoir. Parce qu'ils ont le pouvoir d'arrêter d'écrire. Je veux dire, s'ils arrêtent d'écrire, c'est la machine, elle s'arrête. Là, elle s'arrête directement. Oui, mais à titre individuel, si un auteur dit vous n'allez pas me publier, je n'écris pas, lui non, va être impacté. Non, il faut être plus fin que ça. Mais quand vous parlez de moi, j'aimerais être présenté de la sorte. Ci ou comme voilà. ça. C'est-à-dire que je vous dis, on en a parlé tout à l'heure, c'est que un auteur, à partir du moment où il contractualise, il accepte un petit peu tout et trop rapidement. En réalité, il faut aussi que lui-même sache ou devine ou veuille véritablement construire selon un élément, parce que son éditeur, a priori, c'est son allié. Ça ne doit pas être ni son mentor, ni son gourou, ni celui qui doit à terme le phagocyter. Donc, il vaut mieux créer dans ce sens-là. Alors, c'est vrai qu'on fonctionne, l'édition fonctionne en hyper-réaction avec le contemporain. Donc, il faut des livres qui sont en face des mouvements qui traversent la société. Alors, il y a des modes, et c'est vrai que parfois elles paraissent un petit peu absurdes. En tout cas, on a l'impression que tous suivent comme des moutons les mêmes, les mêmes mouvements, et on sait très bien qu'il va en rester un ou il va en rester deux, et que le reste, voilà. Effectivement, il y a le duo éditeur-auteur, et je pense que ça, vous l'avez très bien expliqué. Mais au-delà de ce duo, il y a aussi la question de la réception de l'espace médiatique et de la place que peut avoir une autrice et un auteur pour vraiment s'exprimer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que, de mon point de vue, c'est quelque chose qui a commencé dans les années 90. Il y a une suridentification entre le personnage du roman, le narrateur ou la narratrice, et puis le romancier et la romancière. Typiquement, voilà, c'était un peu qu'on pense à des gens comme Frédéric Beigbeder, Michel Houellebecq, Amélie Nothomb. Moi, en tout cas, je me souviens quand j'étais adolescent que je regardais l'émission de Thierry Ardisson, parce que c'était un peu l'émission de pop, on va dire, qui popularisait les romanciers. Bah, on a vraiment l'impression qu'en fait, c'était des livres sur leur vie, et en fait, on percevait plus du tout l'héritage de la fiction. Alors qu'avec le recul, on n'imagine pas du tout Victor Hugo débarquer sur un plateau télé, et on lui demande, bon alors, Jean Valjean, c'était comment votre vie? Il y a un truc comme ça aussi, quelque part, un peu coupable, par rapport à ce jeu avec l'appareil médiatique de suridentification aussi par rapport aux histoires. C'est ça qui explique aussi qu'il y a pour moi une surattente sur des thèmes contemporains, parce que si un romancier, on considère que c'est juste quelqu'un qui crée un imaginaire et une histoire qui peut parler de plein de choses, qui n'est pas simplement représentant d'un archétype, d'une classe sociale ou d'une catégorie ethnique X ou Y, on désamorce ce truc. Mais à un moment donné, si à un moment donné on assume que l'autrice ou l'auteur est tout d'un coup juste un représentant d'une frange et qui vient romancer une sorte de pan de sa vie, là, ça crée quelque chose d'assez pervers aussi dans la réception. On est rentré dans un moment de pop culture très fort, et les auteurs ont plongé dedans, parce que il y avait une histoire qui était belle aussi, une sorte de héros du quotidien qui, par son talent créateur, arrive à sublimer toute sa vie et en faire. Alors, c'est vrai que le parangon, c'est Houellebecq. Parce que si tu regardes Houellebecq, là aussi, faut avoir. La société médiatique est très forte, parce que d'une certaine façon, il n'a rien pour lui. Et pourtant, cet anti-modèle est devenu un modèle presque du nouvel archétype de ce qu'est un auteur. C'est très drôle. Donc ça, c'est travailler peut-être à leur corps défendant, parce que bon, et à un moment donné, ils participent aussi à ça. Mais c'est la société médiatique qui s'est emparée de l'auteur comme nouvelle figure de la pop culture. C'est aussi venu par les États-Unis avec les Bret Easton Ellis, voilà, et tout ça. Nous, on a un peu la remorque. Moi, j'observe quand même que, j'allais dire, il en faut pour tous. Tu vois, il en faut pour tous. Il y a des gens qui veulent rester dans une très grande confidentialité et qui ont quand même un cercle de lecteurs. Il y a des gens pour qui, voilà, c'est presque du showbiz, en fait, et ils ont leur public. La littérature permet ça. Tant qu'elle nous permet de publier des choses différentes, c'est très bien. Ce qui menace, c'est... tu l'as dit aussi, en tout cas tu l'as présupposé, c'est que
on va dans le sens d'une production qui est de plus en plus normée. Et puis du coup, moi ça me fait penser aussi à tout le débat autour des lecteurs de sensibilité. Parce que du coup, tout d'un coup, on va autoriser telle ou telle personne à ne plus parler que de tel sujet parce qu'on va supposer qu'elle a une sorte de privilège ou de droit à parler d'eux. Pour prendre un exemple personnel, voilà, moi je suis quelqu'un qui va avoir 40 ans, qui est d'origine maghrébine et qui est français. Du coup, je ne pourrais parler que de certains thèmes ou de personnages qui sont liés à mon identité. Mais que par contre, si j'avais dans un roman un personnage, une jeune femme lesbienne blanche, tout d'un coup, il faudrait que je passe à travers le filtre de quelqu'un qui pourrait dire est-ce que cette histoire est réelle, est-ce que c'est plausible, est-ce que c'est défendable. Donc, et en même temps, de l'autre côté, il y a une telle invisibilisation d'un certain nombre de personnes qui n'ont jamais eu le droit d'écrire ou qui ont en tout cas pas eu l'espace pour s'exprimer, qu'on peut aussi comprendre ce questionnement de finalement, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui prennent la place pour tous les autres ? La place, elle est grande, mais le gros de la place, il est pris par un très petit nombre de personnes. Donc aujourd'hui, 70% des ventes se font avec 15% de la production. Et ça, ce phénomène-là, c'est un phénomène massif, en fait, de primo-succès, comme d'habitude, de primo-succès. Et ça inquiète un petit peu aussi les éditeurs, parce que là où on vendait 10 000 avec un auteur, on va descendre à 5. Là où on vendait à 5, on vend quasiment plus. Parce que 10 000, c'était déjà un très beau succès. 10 000, c'était un succès. Et sachant que pour un auteur, en vrai, 10 000, c'est 20 000 balles. Quoi. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Et si on met 5 ans à écrire un livre, en vrai, ça faites fait pas le un SMIC, calcul vous-même. Non. Il faut surtout pas quitter son métier quand on écrit. Il faut garder son métier et ses activités. Oui, mais moi je vais revenir sur les autres formes de récits par rapport au roman. Je disais tout à l'heure, le roman, justement on entend d'en parler, les gens lisent moins, en tout cas moins. Bon, les chiffres sont pas tellement drastiques non plus sur la lecture, mais en tout cas ils vont peut-être lire plus le même genre de choses. Et c'est vrai que même si le roman garde une référence très symbolique dans l'imaginaire des gens, en fait les références culturelles contemporaines, notamment chez les jeunes, ça va plus être la BD par exemple ou des séries. Est-ce que ça, c'est une problématique qui est prise en compte par des maisons d'édition ou est-ce que de toute façon vous avez aussi un lectorat qui est bien établi et c'est pas forcément quelque chose qui est compliqué à gérer pour des maisons d'édition? Non, l'histoire de l'édition, c'est l'histoire d'entrepreneurs culturels qui s'adaptent sans cesse à leur milieu. C'est toujours de l'adaptation, l'édition. Il n'y a rien qui est acquis. Gallimard a été le grand éditeur certainement du patrimoine français du XXe siècle. Le sera-t-il du XXIe? Je ne saurais pas vous dire. Il n'y a rien qui est consolidé et acquis. Il y a des fortunes qui peuvent se faire et puis tout d'un coup ne plus exister. Moi, j'ai vu par exemple la disparition du Quid. Ah, le Quid. Oui, voilà, c'était 2 millions d'exemplaires. Ouais. C'était considérable. Vous voyez, il y a ces choses-là. La maison France Choisir qui va mal, qui s'est redressée là maintenant, mais c'était un modèle de lecture qui ne correspond plus. C'était un modèle par abonnement, vous vous souvenez, avec souscription, effectivement, et des avantages. Et ça ne correspond plus à la liberté aujourd'hui et la volatilité que veulent les usagers. Donc évidemment, un éditeur, c'est quelqu'un qui travaille en fonction de son temps. Et qui travaille avec son temps. Et qui réfléchit avec son temps, qui en avance sur ce genre de choses, ou qui finalement est toujours en train de suivre J'allais dire qui essaye. Qui essaye. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une loi économique qui fait que si le chiffre d'affaires n'est pas là, la maison coule. Hein. Donc les éditeurs sont là pour faire, produire et vendre des livres. Et est-ce que la solution, parce qu'on parlait de Gallimard là, et alors il y a des chiffres assez dingues sur le dernier festival de Cannes, où la sélection officielle comptait 9 adaptations de livres édités chez Gallimard. Est-ce que l'avenir du livre, c'est d'être lu après avoir été adapté ? Est-ce qu'on est des sortes de scénaristes un peu undercover? Alors voilà, on va essayer de placer un roman pour qu'un réalisateur daigne l'adapter en film ou voire même en série. Là, mais ça fonctionne très bien, en effet. On voit après ça dépend évidemment des auteurs, ça dépend des réalisateurs, etc. Mais c'est vrai qu'il y a énormément d'adaptations et les gens commencent à s'intéresser à l'œuvre littéraire de façon massive une fois qu'ils ont entendu parler du film. C'est vrai que c'est un système qui est assez gagnant pour les deux acteurs, et pour l'éditeur et pour le producteur ou le diffuseur, parce que un auteur, c'est peut-être aussi potentiellement un scénariste à moindre coût. Ça, ils s'en sont rendus compte aussi, parce que moi je suis scénariste aussi, donc il n'y a aucun mépris pour les scénaristes, mais les scénaristes, être scénariste, c'est avoir une certaine mécanique en tête. Déjà une mécanique, une rhétorique de l'écriture en tête. Être auteur, c'est être parfaitement libre. Et donc, il y a des mondes qui surgissent de la tête des auteurs qui ne surgissent pas
qui ne peuvent pas surgir en réalité de la tête des scénaristes. Et donc ça donne des idées originales, etc. Et quand ils arrivent à faire des sessions de droit, de façon à ce que ça devienne des productions audiovisuelles, ça ressurgit sur l'œuvre originale. Donc c'est vrai que c'est intéressant pour les éditeurs, tout en comptant que ce secteur qu'on appelle les sessions de droit audiovisuel, c'est un secteur qui, lui, n'a fait que progresser aussi au cours des années. En fait, il y a des sessions de rattrapage pour un livre. Quand un livre ne se vend pas, il faut essayer d'en faire parler. Donc il y a la prescription critique ou le prestige symbolique, on en a parlé, mais il y a aussi l'idée de, je ne l'ai pas vendu, mais j'y crois quand même, donc je vais essayer de forcer pour avoir un contrat poche, ou alors je vais essayer d'attaquer les marchés étrangers, Francfort et l'Italie, ou alors je vais, parce qu'il y a une très forte idée, il y a quelque chose d'essayer de céder les droits audiovisuels. Voilà. Et justement, parce que là, vous nous avez raconté de fond en comble les arcanes de l'édition, un certain nombre de problématiques, le statut d'auteur. Vous, après 15 ans, qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui maintient la flamme? Qu'est-ce qui vous fait encore rêver? Qu'est-ce que vous avez envie de pousser? Moi, je trouve que c'est un continent merveilleux. L'écrit, je suis toujours étonné par la puissance des auteurs, en fait. On en découvre tout le temps. À la fois, des classiques, ceux qu'on a lus et qu'on relit, et dont on éprouve aussi, avec le temps, toute la grâce, ceux qu'on découvre parce qu'on ne connaît pas, qui nous ont été prescrits par des amis ou des articles, etc. Et puis ceux que je découvre aussi en allant défricher. Non, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est très fort, l'écrit, et j'ai l'impression que les gens se rassemblent beaucoup autour de ça aujourd'hui. Ils ont découvert que le langage, en fait, permet nous-mêmes d'ordonnancer le monde tel qu'on le veut. Et c'est aussi un exercice de liberté. Et ça, c'est très beau de voir des gens et même si on ne vend pas, et même si on ne publie pas, d'une certaine façon, d'avoir réussi à faire son petit monde à soi, par la magie des mots, c'est quand même merveilleux. Et c'est ça qui m'anime. On sait que parmi nos auditrices et nos auditeurs, on a beaucoup de gens qui écrivent, qui rêvent d'écrire, de publier, etc. Donc, gardez ces mots en tête. Je pense que c'est précieux dans des moments parfois de solitude ou d'épuisement dans l'écriture. Oui, c'est clair. Je suis d'accord. On arrive déjà à la fin de cette émission. Merci Denis d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci Walid. Merci Eva d'avoir co-animé cette émission avec moi. Merci, avec plaisir. Merci à toi Eva. Et je remercie également Maëlys et Riette qui ont aidé à la conception de cette émission. Et La Fabrique, c'est une émission qui est à retrouver sur toutes vos plateformes de streaming et sur friction.co. Merci à tous et rendez-vous au prochain épisode.